Marion. Ça va? Bah oui, et toi? Je suis trop contente de te retrouver. Ah bah on est pas mal là. Dans écoute, ton ouais. univers en plus. L'entrée du port de Saint-Gilles, j'adore. On regarde J'adore. la mer. On regarde Toujours la mer. l'océan. Bah oui, il est omniprésent, puis il est important. Hein. Il est là, là, il est tout doux. Ces jours-ci, c'est chouette. Et là, on a le temps idéal. On a un Une beau temps. météo de rêve. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Ça y est, t'es reparti à fond. C'est reparti, oh, oui, depuis début mars. On est dehors en permanence, les gros. Toujours en vadrouille. Toujours en petite vadrouille aussi, ouais. Ah, en grande En vadrouille. permanence, ouais, c'est ça, tout le temps. Sur notre littoral. Littoral, nord-ouest Vendée, puis ça s'agrandit petit à petit. C'est-à-dire que là, j'ai eu des demandes un peu plus sud-Loire-Atlantique, Nord-Charente-Maritime, donc le territoire, ouais, c'est Alors, rigolo. qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui? Ah ben, plein de beaux endroits, des gens bien aussi. Tu nous gardes une surprise? Ah ouais, je dis rien. Et puis on va aller voir des petits endroits assez originaux aussi ce midi, tu vas voir. On va manger dans un lieu particulier. Tu m'en dis pas plus? Ah bah non. Hein, Ah non. Stéphane? On suit Patrick? C'est parti. Ils ont confiance, impeccable. On y va? Allez, on y va. Allez, on suit. Pour cette nouvelle saison de La Petite Vadrouille, on a choisi de casser les codes. Arpenter les chemins, retrouver des sourires, inviter des personnes qui nous ont déjà séduites pour qu'ils nous mènent vers de nouveaux horizons, proches ou lointains. Se laisser surprendre, s'émerveiller. Go Stéphane. Patrick, là, tu nous as vraiment un paysage superbe. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette corniche, de ce petit bout de corniche? Bah là, on est au début de la corniche. On est sur la pointe Grosse-Terre, une zone qui a été longtemps un grand plateau, qui a été longtemps vide d'occupation humaine. Hein. C'était des champs, c'était des pâtures, et puis qui a été urbanisé à partir des années 20 surtout, après la Première Guerre mondiale. Oui, donc récemment, même Avec, pas au 19e siècle. Le 19e siècle, Un on tout laissait petit vierge. peu, mais c'était pas encore. La mode du balnéaire s'est développée à Croix-de-Vie et à peu près dans les années 1880. Et après, la corniche s'est petit à petit développée. Ouais. Avec cette jolie villa qui Et nous ici, on surveille. a la Villa Grosse-Terre. Ouais, elle a été construite dans les années 30 Ouais. et de style italien. Et effectivement, cette tour qui surveille, Avec son jardin. avec le beau jardin de la Villa Grosse-Terre, on va y passer tout à l'heure. Alors moi, je suis attirée quand même par ces rochers. On descend? Allez, on descend. Je te suis. Allons-y. Alors, ces rochers. Oui, cette corniche vendéenne. Géologie intéressante. Géologie super intéressante, on voit vraiment les formations. La géologie, hein, on a tous vécu les classes de 4e en cours, Très compliqué. où c'est pas là où on s'est intéressé. Et c'est après coup qu'on se rend compte que finalement, il y avait plein de choses, parce qu'on voit les différentes strates de dépôts sédimentaires et volcano-sédimentaires. C'est du micaschiste feldspathik. Avec des pots. Ouais, j'apprends beaucoup en tant que guide. Et en tout cas, voilà, pour la plupart, c'est des dépôts sédimentaires quand même qui se sont faits avec les temps géologiques et qui ont créé cette corniche, avec aussi parfois des poussées granitiques. Ce qui est rigolo à s'imaginer, c'est que l'île-Dieu faisait partie du plateau. Et tac, ça s'est érodé et l'île-Dieu est restée au large là-bas. Et la corniche s'est reculée. Elle recule, hein, de toute façon, ça s'effrite, surtout avec les dernières années qu'on a eu, 1 an et demi, là, beaucoup de pluie. Il y a petites portions qui se sont effritées. Tu l'avais Elle révélé, bouge, tu l'avais elle changé. recule. On a cette zone au-dessus de la roche qui est la dune sommitale. Ouais. Donc c'est comme de la végétation dunaire qui s'est déposée. Et cette végétation va fixer le haut de la corniche, le haut de la roche, et va la protéger. C'est pour ça que là-haut, c'est important de ne pas marcher n'importe où et de rester dans les cheminements, parce que si on piétine partout, il n'y a plus de végétation, donc la dune sommitale s'en va et la roche s'effrite encore plus. En l'occurrence, c'est vrai que c'est un chouette lieu de balade, plutôt méconnu. Moi, j'y propose des sorties un petit peu, j'appelle ça le grotte trip. Ah, qu'est-ce que c'est que le grotte trip? Bah, je vais pas te dire trop, parce que sinon je vais spoiler la surprise. Alors, donc, on dit On dit rien. absolument rien. Mais en tout cas, pensez qu'on peut se balader là, le long de la corniche. On est souvent habitué à regarder du côté de l'océan Bien parce que c'est évidemment. beau. Mais regardez de ce côté-là, on a des petites crevasses, on a des petites grottes, on a
plein de petits endroits comme ça, et notamment pour les enfants, c'est des lieux d'exploration qui sont magiques, tout ça. Ah ben, des endroits de jeu, des parcs de jeux qui sont extraordinaires. Patrick, j'en profite parce que c'est vrai qu'on voit cette végétation. Déjà, tu nous en avais parlé quand on était à l'île-Dieu, de cette végétation propre à notre petit bout de littoral. Là, justement, qu'est-ce que c'est que cette plante un petit peu grasse? Serait-ce celle qu'on a goûtée là-dedans? Ah non, alors il y a la criste marine, plus petite. Celle que nous avions vue à l'île-Dieu. Celle que nous avions goûtée à l'île-Dieu. Et puis à côté, là. tu as et puis en plus grande quantité ici, c'est les griffes de sorcières, juste là-bas. Quel joli nom. Tout ça. Ouais, c'est sympa. De sorcière. Et c'est une plante qu'on peut retrouver sur tout notre littoral? Alors, elle est bien sur les littoraux, ouais, on la trouve. Et puis, elle se développe assez facilement. Elle peut faire des grands tapis qui sont assez jolis. Et là, on voit qu'elle se plaît beaucoup ici. On continue? Allez. Et ce pilours, Patrick? Le petit îlot rocheux qu'on peut voir juste en face. Pas très au large, mais à la sortie du chenal de Saint-Gilles. Qui est traître. Qui est... Alors, la dénomination ours, on le trouve beaucoup sur des cartes maritimes et en Bretagne. Ça veut dire un récif, un piège. Et on voit beaucoup cette dénomination. Après, le nom pilours est venu de... Il y a plusieurs explications. Garciférande, le premier hydrographe français quand même, de Saint-Gilles-sur-Vie, dans son ouvrage du XVe siècle. Donc déjà Garciférande. Déjà Garciférande l'appelait... alors il y a eu Père ours et Pilours. Il expliquait que c'était quand on suivait la côte et qu'on contournait le rocher, on se retrouvait, et là il y a plusieurs versions, pile sous la grande ours ou pile vers la petite ours. D'où le nom Pilours quand on contourne, et ça voulait dire qu'on était bien situé pour rentrer dans le chenal de Saint-Gilles. Alors il était plus grand avant, il faisait 5-6 mètres de plus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de cible à une batterie allemande qui était située pour s'entraîner, tout simplement. Donc ils se sont entraînés sur le rocher. Et donc aujourd'hui, il est tel quel, à marée fort coefficient, là, comme un peu aujourd'hui. Il est quasi disparu sous l'eau, puisqu'on a plus de 5 mètres de marnage, donc il va presque disparaître. Et quand l'eau descend, potentiellement, il y a un chemin qui permet d'y aller à pied sec. Donc on peut y aller à pied sec? On peut y aller à pied sec si les conditions sont bonnes. Parce qu'il n'y a pas que le coefficient, il y a aussi le vent, les conditions atmosphériques. Et il y a un petit chemin qui se découvre, une espèce de mini passage du Gois, mais pas pendant 1h30, pendant un quart d'heure, si on veut garder le pied sec. Ouais, c'est vraiment super. Génial. Et après, il a une histoire aussi qui est un peu plus dramatique. Il y a eu des naufrages, parce que c'est un récif comme ça à l'entrée d'un port. Il y a facilement des naufrages, et en 1787 on a un navire qui s'appelait la Ville du Cap qui s'est échoué. Il venait se mettre à l'abri à Saint-Gilles à cause d'une tempête, et il y avait 29 hommes d'équipage qui se sont retrouvés sur le rocher, échoués. Ils sont restés plusieurs jours et il n'est resté que 8 survivants. Les conditions étaient tellement dantesques que les sauveteurs de Saint-Gilles avaient beau essayer d'y aller à la baleinière, les gens les voyaient, on est à 400 mètres, impossible de traverser, et il ne restait que 8 survivants de ce naufrage. Donc c'est une histoire assez particulière, parce que le bateau a coulé il était juste là, et ça paraît proche, proche, mais à la fois en hiver, quand les conditions sont compliquées, c'est pas si simple. On est au XVIIIe siècle, donc c'est pas si simple. Et est-ce que depuis des recherches sous-marines ont pu être faites Ah, ça, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, non, effectivement. C'est possible que ça ait été... Des creuset? Peut-être. Je vais prendre mon masque et mon tuba, ouais. N'oublie pas les bouteilles, quand même, ça pourrait être intéressant. Mais comme quoi, il y a de quoi dire sur ce tout petit bout. On a de l'histoire partout, et alors ici, mais sur nos côtes vendéennes en général, et un peu partout d'ailleurs, il n'y a pas que les côtes vendéennes, mais quand on va à Talmont-Saint-Hilaire et qu'on crapahute comme ça sur l'estran, puis qu'on tombe sur les traces de dinosaures, c'est génial. Bon, c'est quand même assez dingue. Il y a plein de choses qui se racontent au travers des lieux, effectivement. Pas besoin d'aller loin finalement pour être dépaysé. Ah ben non. Voilà. Tu nous amènes jusqu'au port? Allez, on va aller voir le port, on va aller vers la tour Joséphine notamment. Stéphane?
Patrick, si mes souvenirs sont bons, tu n'es pas là depuis très longtemps. Tu n'es pas sur Saint-Gilles depuis très longtemps. Ça fait 20 ans que je suis revenu. Voilà, 20 ans. J'y suis revenu par hasard et c'est assez rigolo parce que j'y ai découvert en revenant pour un boulot que mes racines étaient là. Voilà. C'est drôle. Voilà, retour aux sources. Oui. Et j'imagine qu'en 20 ans, tu as rencontré plein de personnes qui ont marqué. Ah bah oui, des gens qui sont avec des belles valeurs, avec des connaissances intéressantes, parfois surprenantes et très enrichissantes en tout cas. Ouais. Est-ce que toi, tu as à cœur aussi de créer la rencontre, de faire rencontrer les gens, de leur présenter quand tu as des groupes? Ah oui. En fait, les gens se rencontrent pendant les sorties. Et ça, je m'en rends compte, ils restent en contact après. Et c'est des choses, créer le lien, c'est important dans le monde où on vit, où on peut être un peu focalisé sur soi, son quotidien, ses difficultés. Ben, ces moments de respiration, ça a été le cas avec les baigneurs à Saint-Gilles. Quand j'ai créé le collectif de baigneurs Les Sardines 4 saisons, ben, y a des gens qui m'ont remercié de ça, non pas pour les bains, mais pour avoir rencontré du monde et parfois retrouver une vie sociale aussi. Donc c'est riche. Ouais. Et ça, c'est génial. Et je trouve que des journées là, comme on passe aujourd'hui, c'est formidable. Finalement, tu vas nous guider jusqu'à ce soir. Oui, normalement, je ne vais pas vous perdre. Non, mais j'espère que tu ne vas pas nous perdre. Et des lieux sympas et des gens, des chouettes personnes. Oui. Et c'est vrai que là, quand tu regardes de nouveau ce paysage qui se dessine devant nous, quelque chose de complètement différent, mais qui complète... Comment dire? C'est quand même magnifique. Un chenal, l'entrée d'un port. Ouais, le premier phare de Croix-de-Vie. Donc là, on est sur le premier phare de Croix-de-Vie. La tour Joséphine, c'est le premier qui a été construit, oui, à la demande de capitaine de Croix-de-Vie qui voulait signaler l'entrée du chenal. Alors, avant le phare, la tour, il y a son socle, son support qui a été construit, qu'on appelle le Grand Môle, qui a été construit, la première infrastructure portuaire qui a été construite par Marie de Beaucaire, baronne de l'île de Riez. Quelle époque à peu près? Là, on est à partir de 1599, la construction du Grand Môle. Ça a été le premier abri que les marins ont pu avoir pour décharger et travailler correctement. Pour faire simple, avant, ils rentraient dans le chenal, ils allaient s'envaser, ils déchargeaient comme ils pouvaient. Oui. Une fois qu'il y a eu ce quai de déchargement, ils pouvaient s'abriter derrière, il est perpendiculaire au chenal, et ils pouvaient travailler un petit peu mieux. Il a traversé les siècles. Et oui, et la tour Joséphine, elle est construite dans les années 1850. Donc à la demande de, je crois que c'est 36 capitaines de Croix-de-Vie qui avaient signé une lettre. Et voilà, elle s'appelle comme ça en l'hommage, officiellement en l'hommage à Joséphine de Beauharnais, l'impératrice. D'accord, ok. Mais un jour, j'ai lu un article qui expliquait autre chose, une autre explication. Et ce qui est pénible, c'est que quand on lit beaucoup, parfois on ne retrouve pas ce qu'on a trouvé dans un coin de page, qui expliquait que la Joséphine, ce serait le nom d'une pièce en bois sur les navires qui servait au halage des bateaux. Et donc potentiellement, le lieu étant aussi propice au halage des bateaux, quand ils ne pouvaient pas remonter à la voile, rentrer dans le port, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a ce nom Tour Joséphine. Mais ça, c'est une deuxième option. Tu m'amènes où maintenant, Patrick? Eh ben, je crois qu'on va aller rencontrer quelqu'un. Alors déjà, c'est quelqu'un de bien parce qu'il s'appelle Patrick. Ah oui, donc déjà, effectivement. Et puis, c'est un monsieur qui il est géobiologue. Il trouve de l'eau. Il trouve de l'eau. Il la cherche, mais il la trouve. Et puis, avec également des capacités de magnétiseur assez intéressantes. Et à la fois quelqu'un qui, dans ce domaine du bien-être qui est un peu particulier, un peu galvaudé depuis pas mal de temps, où beaucoup font tout et n'importe quoi, là j'ai rencontré quelqu'un qui était vraiment très humble, ne prétendant rien, mais constatant, qui parvenait à des choses assez intéressantes et surprenantes. Il nous a donné rendez-vous volontairement à côté d'un petit puits parce que je pense qu'il va nous parler de l'eau, c'est important l'eau. Et puis de ce qu'il arrive à faire tout simplement. On le voit, il est là-bas. On y va? Oui, très bien. Bonjour. Comment va? Enchanté. Enchanté. Maria. Patrick. C'est Patrick. Patrick, quel plaisir de vous rencontrer. Merci Marion. De te rencontrer. Voilà, on se tutoie. Bien sûr, c'est bien plus simple. Près d'un puits. Près d'un puits, oui. En tant que sourcier, je suis souvent près de l'eau.
voilà, à la recherche de l'eau, l'eau naturelle. Ouais, j'ai voilà. compris que tu avais un métier qui aujourd'hui est quelque peu atypique. Tout à fait. Mais qu'il voilà. n'était peut-être pas forcément il y a Non, quelques décennies ou non, quelques non, siècles. non, il y a quelques décennies, on faisait beaucoup appel aux sourciers. Dans un premier temps, les gens ils avaient besoin d'eau pour abreuver leurs animaux, pour vivre eux-mêmes et puis pour cultiver. Donc on avait toujours besoin d'eau. Il y avait beaucoup plus d'eau qu'aujourd'hui. Donc avant de faire une maison, avant de s'établir, on faisait passer un sourcier qui regardait sur le terrain s'il y avait un potentiel pour pouvoir vivre tout simplement. Notamment une problématique qui devait être importante pour des villes, notamment comme Saint-Gilles. Oui, comme Saint-Gilles. En plus, avec Saint-Gilles, on est en bord de mer, donc il faut faire très attention à la salinité de l'eau. Bien sûr. Voilà, donc ce puits n'est pas là par hasard, entre autres. Donc voilà, il est toujours productif, on va dire. Patrick, de quand on pourrait dater ce puits? Ouh là là, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Ça, on pourrait le retrouver dans les archives. Oui. Voilà, mais il n'est pas jeune. C'est un puits qui a certainement une centaine d'années, Ouais. à peu près. Alors moi, j'ai Voilà. une question qui me vient naturellement. Oui. Comment devient-on sourcier? Ou toi, quel a été ton parcours pour arriver Quel a jusqu'à été mon aujourd'hui? parcours pour arriver jusqu'à aujourd'hui? C'est une évidence depuis toujours? J'ai toujours eu une certaine sensibilité. Moi, je ne parle pas de don. Certaines personnes parlent de don. Moi, j'aime pas ce mot. Je parle de sensibilité. Je suis sensible à l'eau. Et j'avais 10-12 ans. J'ai rencontré chez mon grand-père à Comquier un sourcier. Voilà, qui m'a mis les baguettes dans les mains. Et il m'a dit, mais essaye. Et les baguettes sont parties naturellement. Voilà. Et depuis, je me suis amusé, je me suis perfectionné. Et aujourd'hui, je fais de la recherche d'eau en France, en Vendée, mais aussi dans le monde entier, quand on m'en fait la demande. C'est absolument génial. Alors quand tu dis que ce n'est pas un don, ce que tu veux dire par là, c'est qu'on ne naît pas finalement avec cette faculté, mais cette faculté, elle va s'apprendre. Elle va s'apprendre, voilà, si on est sensible. Comme je dis toujours, on peut tous chanter, mais on ne deviendra pas tous chanteurs. Il y a des gens qui ont plus cette sensibilité pour chanter, pour discuter, pour échanger. Et pour rechercher l'eau, c'est pareil, on se met en réception de l'eau, tout simplement. Et donc, finalement, ce parcours a commencé, tu as dit que tu avais 12 ans. 12 ans, voilà. Je ne vais pas te demander ton âge aujourd'hui. Non, mais je veux dire que ça fait 46 ans que je fais de la recherche d'eau. 46 ans. Donc, forcément, les choses ont évolué. Ont évolué, durant tout à fait. toutes ces années. Et aussitôt, tu t'es dit à 12, 13, 14 ans, j'en ferai mon métier? J'aurais aimé, voilà, mais j'ai eu un parcours de vie où il a fallu travailler, Bien comme sûr. tout le monde. Et à 35 ans, je me suis toujours dit, si un jour je peux vivre de ma passion, ce serait génial. Et aujourd'hui, je vis de ma passion, voilà, de la recherche d'eau, mais aussi des autres entités de mon travail. Génial. Donc, tu nous parlais des baguettes. Est-ce que Oui. tu as des baguettes là, avec toi Bien pour nous sûr, montrer? j'ai ramené des baguettes, j'ai ramené plusieurs baguettes. T'acceptes de nous montrer juste? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Les outils, les baguettes, c'est juste des antennes, des amplificateurs. La vraie solution, c'est le sourcier, la personne qui se met en réception. Aujourd'hui, quand je fais de la recherche d'eau, je n'ai plus besoin d'outils. Mais je les emmène toujours. Ça fait, on va dire, plus sérieux pour les gens qui en font la demande parce qu'ils sont habitués à voir le sourcier avec une baguette. Comment ça, tu n'as plus besoin d'outils? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après 46 ans de pratique, Ouais. ma sensibilité s'est développée. Et quand je regarde le terrain, juste avec mes yeux, j'ai mon corps qui réagit de l'intérieur. Moi, j'ai une sensibilité intéressant. et je ressens l'eau. Et ça ne t'a jamais trompé? Le risque zéro n'existe pas. Voilà. Donc, je le préviens toujours. Je dis, voilà, moi, c'est une sensibilité, c'est un ressenti. Mais je dirais qu'on est à au moins 95% de réussite quand on fait de la recherche d'eau. Est-ce que tu sens justement depuis ces dernières années, on voit bien ces changements climatiques et autres, Oui. la problématique de l'eau, qu'il y a vraiment une véritable prise de conscience de la société? Il y a une petite prise de conscience. Pour moi, elle n'est pas encore assez importante. Mais il y a un changement. Voilà, avec le changement climatique, nous, on le voit bien, on a des périodes, des grandes périodes sans eau. Donc là, dès qu'on parle de sécheresse à la télévision, on est appelé pour faire de la recherche. Et il y a des périodes où là, on sort de 2 hivers où il y a eu beaucoup d'eau. Il y a un surplus d'eau. Et je trouve bizarre qu'on ne puisse pas, aujourd'hui, pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir la stocker plus durablement. Voilà. Mais elle va devenir de plus en plus rare à trouver. Et nous, on a une chance énorme. J'explique souvent quand je vais faire une recherche d'eau, je dis aux gens, vous ouvrez le robinet le matin. Si vous oubliez de le fermer, quand vous revenez 8 heures après, le robinet coule toujours.
Étant intervenu en humanitaire, hein, sur mes propres vacances et mes propres fonds, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où les gens ouvrent le robinet, il n'y a pas d'eau qui sort. Et le robinet peut rester ouvert pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il n'y a toujours pas d'eau. Donc, on a une chance énorme. On a une chance énorme. À nous de la préserver au maximum. Évidemment. Ouais. Bien évidemment. J'aimerais bien qu'on fasse quelques pas et qu'on se rapproche de l'eau, justement. Oui. On y va? On y va. Patrick, est-ce que pour toi, aujourd'hui, la transmission est importante? Est-ce que tu aimes transmettre? Alors, j'adore transmettre. Je fais des formations, des ateliers pour transmettre. Donc, tout le monde ne deviendra pas sourcier, bien sûr. Mais c'est aussi pour faire comprendre aux gens l'enjeu qu'il y a pour le futur. Voilà, l'économie d'eau. Faire attention, ne pas la gaspiller. D'ailleurs, on lave ses légumes, eh bien, on récupère l'eau pour pouvoir arroser ses plantes. Bien sûr. Entre autres. Mais des choses qui sont pour nous essentielles. Moi, en tant que sourcier, c'est essentiel. Mais pour une majorité de personnes, quand je disais qu'on ouvre le robinet et l'eau arrive, ils ont perdu cette notion. Et c'est le jour où ils ont rien qui coule à leur robinet, où ils se disent oh, « qu'est-ce qui se passe ?» Mais c'est presque trop tard. Donc l'éducation, en passant par les écoles, pour éduquer les plus jeunes, pour moi, c'est hyper important. Et puis pour toi aussi, ça apporte un nouveau sens. Bien sûr, ça bien apporte sûr. un nouveau sens. Et est-ce que tu sens qu'il y a des vocations qui peuvent naître, comme toi, dès tout petit? Oui, de toute façon, c'est tout petit. Voilà. Souvent, les enfants, si on leur met les baguettes dans les mains, elles réagissent tout de suite, parce que les enfants n'ont pas de filtre. Non, ben non. Voilà, ils ne sont pas conditionnés d'une certaine manière. Et du coup, ça les libère et ils ne se posent aucune question. Et c'est génial. Et puis c'est beau, je trouve, pour toi, finalement, d'avoir un métier passion. Oui, tout à fait. D'avoir réussi voilà, c'est pas simple. À te réaliser. Bien sûr, c'est pas simple. Il y a un parcours, et à un moment, il peut y avoir des échecs. Hein, je me souviens une fois où je me suis trompé. Un monsieur m'avait demandé pour faire une recherche d'eau, je voulais pas y aller, parce que je savais qu'il n'y avait pas d'eau sur son terrain. Et il a insisté. J'y étais pour lui faire plaisir quelque part, oui. Mais c'est moi qui me suis trompé, et il n'y a pas eu d'eau. Il n'y a pas eu d'eau. Donc, en revenant, je me suis dit, j'arrête de faire de la recherche d'eau. Et le lendemain, j'avais 3 demandes pour faire de la recherche d'eau, donc je ne me suis pas posé la question, je suis reparti aussitôt. Et justement, quel regard tu as aujourd'hui sur ces 40 années de parcours? Cette relation, ta relation à l'eau? Ma relation à l'eau, elle a toujours été présente. En plus, je dirais que de métier, je suis mécanicien marine. Ah donc oui, j'avais déjà encore un rapport à l'eau, mais avec l'eau salée. Avec l'eau salée. L'eau salée. Donc j'ai toujours eu ce rapport à l'eau. Je suis Verseau. Bon, voilà, il y a toujours quelque chose qui me rappelle à l'eau et qui m'amène vers l'eau. C'était écrit. Voilà, tout à fait. Quelque part. Tout à fait. Je suis né à Saint-Gilles-sur-Vie. Donc il y a la rivière La Vie. Donc la vie, c'est de l'eau qui coule. Donc ça aussi, c'est hyper important. C'est vrai que finalement, quand on regarde sur ce territoire, l'eau, elle est partout. On a l'eau salée, on a l'eau douce, Tout avec la vie, avec le Genêt, les marais. Voilà, c'est vraiment la constituante. C'est hyper important. Ouais. Est-ce qu'on prend une retraite dans un métier comme le tien, Patrick? Moi, je travaille pas. Mais voilà, c'est la réponse que je travaille voulais. pas. C'est un métier passion et j'ai pas l'impression de travailler. Tous les jours, je me lève le matin avec le sourire, la banane et l'envie de continuer à pouvoir aider et apporter au maximum. Donc je suis heureux. Je prendrai peut-être une retraite à l'âge de 83 ans. Il y a encore de la marge. J'ai encore beaucoup de marge, donc on verra. Merci beaucoup, Patrick. Merci, quelle belle Marion. rencontre. Merci à l'autre Patrick. Merci, Patrick, de m'avoir invité aussi. Et on va continuer toute la journée ce fil conducteur de l'eau. On va être quand même pas mal autour de l'eau, effectivement. N'est-ce pas merveilleux de se laisser guider par une farandole d'optimistes au grand cœur? Sourire et bonne humeur? On reprend ce chemin, dessiné par Patrick. Mais quelle sera notre prochaine rencontre?